Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan lecture du mois de mai 2023. Ce qui est plutôt logique en fait parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous fasse un bilan lecture du mois de mai 2022. Et que je ne suis pas devant donc je ne peux pas savoir ce que je lirai en mai 2024. Bref, c'est l'heure du bilan lecture. Et ce mois-ci j'ai lu 20 livres donc on va y aller, on va accélérer un peu sinon on se connaît, ça va durer 4 piges et demi. J'ai commencé le mois en terminant Redstone que j'avais donc attaqué fin avril du coup. Avril-mai, ouais, c'est ça. Waouh, on en est là quand même, la meuf, elle est obligée de se répéter les mois dans la tête pour savoir quel mois vient après celui qui vient de se terminer. Non, mais là, ça ne va pas du tout. Je déraille. Cela dit, j'en suis quand même à un point où je dois aussi me réciter l'alphabet dans la tête quand je range les livres au travail et que je veux savoir, Ouais, j'ai des soucis, quoi. Je pense qu'il y a des petits ratés dans mon éducation, mais bon, c'est un détail. Tout ça pour dire que j'ai fini Redstone et que j'ai beaucoup aimé. Alors, l'univers de piraterie est finalement moins présent que ce que j'imaginais parce que, en fait, les intrigues s'enchaînent assez vite et du coup, l'intrigue principale qu'on nous vend dans le résumé est résolue, j'ai trouvé assez vite. Et c'est la première partie du roman. En fait, après, on passe à quelque chose qui est plus, à mon sens, du genre de Indiana Jones, limite, mais avec toujours de la fantasy, des personnages hyper intéressants. Et l'univers est très très chouette, donc je vous en avais déjà parlé dans mon précédent bilan lecture, mais j'ai beaucoup aimé. La couverture est de toute beauté. Et voilà, c'était une très bonne lecture. J'ai hâte d'avoir la suite parce que ça se finit sur le petit cliffhanger des familles. On adore. Après ça, j'ai lu Les Invaincus qui m'avaient été envoyés par les éditions Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé. Je vous avoue qu'au début, j'étais un chouï déstabilisée quand même parce que c'est assez décousu. En fait, on suit du coup les femmes de Troie après la guerre de Troie. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, c'est pas hyper original parce qu'on a eu pas mal de réécritures dans ce style ces dernières années. Mais là, en fait, c'est vraiment, on suit elle, puis on suit elle, puis on suit elle. Et en fait, de temps en temps, on a des chapitres intermédiaires qui nous expliquent un petit peu le fil conducteur. Ça a un côté assez déstabilisant pour moi au début, mais finalement, au bout d'une centaine de pages, j'étais quand même bien accro et je trouve que ça change en fait justement des réécritures qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc c'était une belle découverte et une lecture très sympathique. De toute façon, moi, vous le savez, la mythologie grecque, j'adore, donc il en faut quand même très peu pour me convaincre. Après, ça m'est arrivé d'être déçue pour des réécritures, en particulier de la guerre de Troie, qui était soi-disant d'un point de vue féminin que j'avais trouvé inintéressante, qui n'apportait absolument rien. Celle-ci, elle a quand même un prisme différent sur les événements et franchement, elle était comme ça. Puis j'ai lu le livre de Liane qui m'avait été aussi envoyé par les éditions HarperCollins. C'est un roman qui va parler de harcèlement scolaire et de toutes ces conséquences que ça peut avoir sur la psyché, sur le développement et du coup sur la vie des personnes qui le subissent. C'est un roman hyper intéressant et très très fort. Attention parce que les trigger warnings sont énormes. Vous vous en doutez un petit peu quand je présente le résumé comme ça, mais c'est vrai que c'est très très dur à lire. Et c'est d'autant plus le cas que c'est inspiré en fait d'une histoire vraie puisque la sœur de l'autrice a justement vécu du harcèlement et elle s'est suicidée. Et là en fait l'autrice met en scène un personnage dont la sœur se suicide à cause du harcèlement qui essaye de remonter la trace en fait de tout ce qui s'est passé, de comprendre et de voir où elle a ignoré les signes ou si elle aurait pu faire quelque chose, etc. C'est un roman très 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 fort que j'ai trouvé vraiment bien mené. Vers la fin, il y a un petit... Alors c'est pas vraiment un plot twist, mais en fait il y a comme une sorte de fin alternative qui te fait dire oh, ce serait si bien si ça s'était passé comme ça. Mais il n'empêche que c'est extrêmement bouleversant, j'ai trouvé ça bien écrit, je crois que je l'ai déjà dit, non? Est-ce que je commencerai pas déjà à radoter alors que ça ne fait même pas 5 minutes que je filme? J'ai bien peur que si. En tout cas, une lecture très touchante que je vous recommande si c'est des sujets qui vous intéressent. Je pense honnêtement que c'est pas des lectures vers lesquelles on se tourne forcément facilement parce qu'on sait que ça va nous hanter un petit moment. Mais c'est des romans importants et je pense que le plus grand nombre devrait les lire parce que ça te fait pas mal réfléchir sur ton comportement, sur la manière que tu as d'aborder le sujet ou d'en parler avec les personnes justement qui sont concernées et j'espère que ça peut les pousser justement à s'ouvrir sur le sujet. Changement d'ambiance total, j'ai lu Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood qui est paru chez PKJ. Vous connaissez mon amour pour cette autrice, je suis trop fan de tous ses romans et honnêtement celui-ci, alors il est pas aussi bien que Sous un ciel d'or, ne nous emballons pas. Mais j'ai vraiment retrouvé cette ambiance, ces personnages, tout cet univers qui était créé par l'autrice autour de Béa, qui est une jeune fille de bonne famille que ses parents envoient du coup en Italie alors qu'elle vient d'Angleterre. Ils espèrent que le fait qu'elle passe un été chez son oncle en Italie, entourée d'artistes, de bohème, etc., l'aide à se ranger parce qu'elle est passionnée de sciences, elle veut faire que ça, étudier les insectes, la nature, etc., etc. Eux, ils veulent qu'elle se range et qu'elle se marie, bien évidemment. J'ai pas précisé qu'on était dans les années 1930. C'est un détail important quand même pour saisir un peu le contexte. Bref, du coup, Béa part un été et au lieu de se ranger, elle va découvrir ce que c'est que la vie d'artiste, elle va découvrir l'amitié, l'amour, elle va découvrir la passion. C'est très beau. Je sais que je le dis à chaque fois, mais vraiment dans les romans de Laura Wood, il se passe pas grand chose et pourtant, ça te happe, mais d'une force. Donc je commence à avoir lu pas mal de romans de cette autrice et pour moi, Sous un ciel d'or reste inégalable, mais là on retrouve vraiment cette ambiance qui m'a beaucoup plu.
Ce qui fait que je le classe juste en dessous dans mon petit classement. Après, je mettrai The Agency for a Scandal, qui n'est pas encore sorti en français, mais ça ne devrait tarder et je vous le recommande à 1000% parce que c'est un croisement entre Bridgerton et Enola Holmes. Hyper badass, hyper addictif, les petites enquêtes et en même temps la romance, comme ça. Bref, je sais pas pourquoi je vous fais un classement du coup des romans de Laura Wood, tout ça pour vous dire que celui-ci est une pépite, que je l'ai adoré, qu'il est magnifique et que vous devez le lire. Enfin, je vous le conseille très très fortement en tout cas. J'ai continué avec un autre livre bleu puisque c'était apparemment le thème et j'ai lu Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola qui m'a été envoyé par les éditions Slalom. Petit coup de cœur aussi, c'était hyper doux, c'était surtout hyper drôle. Et pareil, on parle de rêve, on parle de courage, de détermination avec beaucoup de douceur. J'ai versé ma petite larme, franchement c'était très original, très bien écrit. C'est l'histoire de Juliette qui elle est... Juliette? Ouais, Juliette, ça commence à rentrer. Ah bon, après Juliette c'est pas non plus le prénom le plus difficile à retenir. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, que c'était l'histoire de Juliette qui est passionnée de cuisine et qui veut prouver à ses parents qu'elle peut arriver à en faire une carrière et qui veut du coup les convaincre qu'elle peut faire une alternance et travailler en cuisine en même temps que ses études. Eux, ils veulent qu'elle aille à la fac et qu'elle soit médecin, docteur, c'est un peu la même chose, avocat, enfin vous voyez un truc bien rangé, carré quoi. Du coup, le temps d'un été, elle va être stagiaire dans une cuisine d'un grand restaurant et bah c'est tout ce qui lui arrive cet été-là. C'est bourré de rebondissements, c'est hyper addictif et c'est très mignon parce que ça parle justement de cuisine mais pas dans le sens manger, tu vois. Moi-même je sais pas ce que j'entends en disant ça donc n'essayez pas de comprendre. Ce que je veux dire c'est qu'à travers le prisme de la cuisine, elle évoque les relations de famille et tous les souvenirs d'enfance qu'on peut avoir. Ça m'a énormément touchée et ça m'a beaucoup parlé et voilà, ça m'a évoqué un peu les repas de famille, tu sais, qui duraient 4 piges, que quand t'es petit, ça commence à te saouler, mais en même temps c'est l'ambiance générale qui se dégage de ces dimanches que tu passais, enfin bref. Voilà, on va pas faire une psychanalyse introspection de mes dimanches de famille et des repas qu'on a pu partager avec ma famille aussi, mais bref, c'était une très belle lecture. Nouveau PKJ, nouveau coup de cœur évidemment, il s'agit de Royal Blood. Là c'est pareil, je vais pas m'apesantir. Pour rappel, j'ai l'impression que c'est la 5e fois que je le rappelle sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo qui était dédiée entièrement à ce livre pour vous dire à quel point je l'ai adoré. C'est l'histoire d'Évangéline qui est la fille illégitime et cachée du roi d'Angleterre dans une histoire un peu alternative, hein, rassurez-vous, c'est pas le roi d'Angleterre actuel. Je pense que l'autrice elle se serait fait défoncer si elle avait fait ça pour de vrai. Non, en fait là, l'autrice elle a réimaginé l'histoire de la famille royale d'Angleterre en imaginant qu'un roi qui a abdiqué au profit de son frère n'a pas abdiqué au profit de son frère et du coup c'est pas la lignée d'Elisabeth qui est actuellement sur le trône mais la lignée de son frère. Enfin bref, c'est un détail tout ça pour vous dire qu'on est dans une histoire un petit peu différente de l'Angleterre par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui et qu'on suit une fille illégitime qui est malgré elle propulsée à Buckingham et qui va devoir faire les frais déjà de la froideur et la méfiance de toute la famille royale à son égard mais aussi du coup des paparazzi et de la presse qui vont s'emparer de cette affaire. C'est hyper addictif parce qu'il y a un côté, alors pas thriller, c'est pas le mot, il allait sortir naturellement mais c'est pas le mot, reviens. Enquête, c'était plutôt ça que je voulais dire, parce que il se passe des choses un peu étranges autour d'Évangéline, elle va se retrouver, comment on dit, elle va se retrouver accusée de meurtre en fait. Je sais pas pourquoi des fois je cherche mes mots alors qu'ils sont hyper simples. Petit aparté, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis en train d'essayer d'écrire mon 4e roman. Et du coup, le fait qu'à l'oral j'ai autant de mal à m'exprimer, je pense que c'est pas très engageant pour ce que je suis en train de faire à l'écrit. Franchement, j'ai des doutes. J'attends de faire mon premier jet, je le relirai après, mais je me demande ce que ça va donner. Fin de l'aparté, revenons à Royal Blood. Je disais donc qu'Évangéline est accusée de meurtre et que du coup bien sûr tous les paparazzis s'emparent de l'affaire. C'est vraiment bien fait, ça aborde des sujets d'actualité, je l'ai beaucoup aimé. Pareil c'est un premier tome, sachant que on peut très bien le lire comme un premier tome, enfin comme un tome unique je veux dire. Vous pouvez très bien lire celui-ci, vous avez les réponses à la fin, on peut s'arrêter là. Par contre c'est vrai que j'ai tellement aimé les personnages, j'ai tellement aimé l'ambiance qui se dégageait du récit et puis il y a quand même un petit fil conducteur qui fait que t'as quand même envie d'avoir la suite, donc je l'attends avec impatience. Pareil, la couverture est très belle, voilà, hein, on enchaîne. Et on enchaîne avec un titre qui fait danser, puisque j'ai lu Don't Stop the Music de Dana L. Davis, qui est une petite romance Friends to Lover, sur fond de musique, sur fond de rêve, puisque c'est l'histoire de... Ouais, j'ai encore oublié. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à mémoriser son prénom à elle. Dylan est passionnée de musique, elle fait du violon ou du violoncelle, je ne sais plus, enfin en tout cas un instrument un petit peu classe quand même. Enfin, moi je suis incapable de jouer d'un instrument de musique, donc pour moi tous les instruments sont classe, même le xylophone et le pipeau. Puisque ma vie en dépendrait, je pourrais pas vous tirer une note correcte de ces instruments. Mais bref, elle a un très bon niveau et elle veut intégrer du coup la Juilliard School à New York, c'est son rêve. Ce qu'il faut savoir aussi sur Dylan, c'est que quand elle était jeune, elle était extrêmement proche de son voisin qui était son meilleur ami, qui s'appelait Langston, je crois. Yes, Langston, je progresse. Langston est parti quand ils étaient ados et entre temps il est devenu genre une méga star de la musique internationalement reconnue.
Et là, quand il revient dans sa ville natale, il essaye de renouer un petit peu le contact avec Dylan, sauf que comme il l'a totalement snobé, elle lui fait la gueule, et lui, il essaye de la convaincre de redevenir son amie, hein, clairement, et il veut l'aider du coup à préparer son audition pour la Juilliard School. En parallèle de ça, ils vont bien sûr du coup se rapprocher et entreprendre de cocher toutes les cases de la bucket list qu'ils avaient fait quand ils étaient plus jeunes. Je vous l'avais dit dans mon haul lecture, bah non du coup, dans mon haul réception, enfin dans mon haul quoi. J'ai beaucoup aimé ce roman, après j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient amenées de manière un petit peu grossière, ça s'enchaînait ouais, pas toujours de manière très naturelle, mais ça reste une très belle lecture et une jolie romance. Et en plus quand tu le lis, tu as tout le temps envie de danser et de chanter sur du Rihanna. Please don't stop the music. Bon après je chante pas parce que moi je sais pas chanter, je suis pas Rihanna, t'as vu, mais l'ambiance est là. Par contre je vous avoue qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que le titre en VO, donc en anglais, c'est Somebody That I Used to Know. Donc c'est aussi une chanson, on est d'accord. Mais du coup ce que je comprends pas, c'est pourquoi changer un titre en anglais qui représente une chanson pour mettre un autre titre aussi en anglais qui représente une autre chanson. Enfin, tu vois, j'ai pas compris. Peut-être que les éditions Ozu n'ont pas confiance en nos capacités linguistiques et pensent qu'on n'aurait pas compris ce titre. Du coup, ils se sont dit, on va mettre un truc plus simple avec des mots-clés quand même assez simples. Genre, je ne sais pas. Après, pour leur défense, c'est vrai que les Français sont pas réputés pour être très très bons en langue. Mais bon, quand même, enfin bref, voilà. Il y a de plus en plus de titres en anglais qui ne sont pas traduits ou alors des titres qui restent des titres anglais ou qui sont traduits par d'autres titres en anglais. Enfin vraiment, il y a des choses, je ne comprends pas toujours, mais admettons. À part faire qu'on passe pour des débiles quand on fait des hauls, quand on fait des bilans lecture ou quand on demande le titre en librairie parce qu'on a tous des accents moisis, enfin moi en tout cas j'ai un accent moisi, je vois pas le délire, mais admettons. Et j'ai fait une méga digression sur un sujet qui n'intéresse personne. Fascinant, Marie. Après ça, j'ai lu Chasseur d'éclairs que j'ai récupéré en service de presse au travail. J'adore la couverture, genre vraiment elle est trop belle. Et c'était une chouette lecture aussi, c'est un peu plus jeunesse sur certains points. Et paradoxalement, c'est quand même un peu lent parfois, donc je me dis que moi, à l'époque, parce que je pense que c'est à partir de genre 10-11 ans, tu vois, j'aurais peut-être décroché un peu, mais en tout cas l'univers est très original. C'est l'histoire d'un jeune garçon, là je suis désolée, je me souviens plus de son prénom, je crois qu'il y a un A dedans, comme à peu près la moitié des prénoms sur Terre, donc ça ne vous avance pas. En tout cas, ce jeune garçon est le fils d'un commandant de bateaux qui volent, et les bateaux ils ont en fait pour mission d'aller chercher des éclairs, et des éclairs qui donc on trouve dans le ciel, etc., qui alimentent l'énergie en gros de la ville et qui fait tenir toute la population. Sauf que là, son papounet disparaît et lui, il va se lancer à sa recherche et du coup, il va intégrer un autre équipage. Enfin bref, il lui arrive plein d'aventures. Il rencontre des personnages très intéressants. Alors, vraiment, ça c'était hyper chouette parce que les personnages, déjà, il y en a plein. Pas trop, genre t'es pas perdu, mais suffisamment pour que tu sentes que ça a été bien travaillé et surtout pour que tu sentes que par la suite ça va être développé. Donc franchement, ça c'était top. L'univers était vraiment top. Il y avait beaucoup d'action, voilà, j'ai trouvé que c'était parfois un peu lent, peut-être un petit peu dense aussi au début, mais en tout cas c'était un bon premier tome et je pense que je lirai la suite avec plaisir. Après ça j'ai lu Sad Ghost Club qui est du coup un roman graphique qui parle, alors j'allais dire de dépression mais en tout cas c'est pas dit aussi clairement, c'est plutôt l'histoire d'un personnage qui se sent vraiment à part, qui se sent en marge quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse. Par exemple il se force à aller à une soirée en se disant allez vas-y motive-toi etc. Et en fait au bout de 5 minutes à la soirée il se met de côté, il regarde les gens danser, il se dit oh là là mais je suis pas comme les autres etc. Donc c'est assez touchant pour ça, d'autant plus qu'il va rencontrer une personne qui est exactement comme lui et que du coup ils vont se rapprocher en étant tous les deux en décalage par rapport aux autres. Les messages étaient hyper choux. J'ai vu entre temps que c'était un premier tome, il y a 3 autres tomes qui sont sortis en anglais. Et j'aime beaucoup les messages que ça fait passer. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi, c'est hyper simple mais très mignon. En tout cas c'est accrocheur et voilà, je sais pas, ça m'a fait du bien de lire une histoire de personnages qui étaient un peu en marge parce que je pense qu'on a tous ressenti ça à un moment ou à un autre dans notre vie. Sachant que moi je suis hyper casanière, donc en fait me sentir en marge dans les soirées ou dans les moments où tout le monde rigole et tout, toi t'es là. Mais j'ai rien d'intéressant à dire, mais c'est nul ce que je raconte, mais qu'est-ce que je fais de mes bras habituellement? C'est voilà, bref, ça c'est mes pensées habituelles tout le temps. Donc je sais pas, c'était sympa de retrouver un peu de ça chez un personnage et surtout il y avait ce message d'espoir à la fin qui est très mignon. Après un petit roman graphique, on enchaîne sur une belle bricasse puisque j'ai lu, enfin j'ai dévoré plus précisément, Legendborn, le 2e tome qui s'appelle Marqué au sang. Coup de cœur les gars. Au tout début de cette chaîne, je vous avais parlé en long, en large et en travers de mon amour pour le 1er tome. Le 2e tome est absolument génial aussi. Alors attention, c'est toujours aussi dense parce qu'on a un univers qui est vraiment travaillé, vraiment construit, qui est vraiment original. Donc oui, c'est compliqué, oui, c'est dense, oui, il faut le temps pour rentrer dedans, mais franchement, je trouve que ça vaut incroyablement le coup. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais vous avez l'idée. Parce que c'est hyper adjectif, parce que les personnages sont incroyables, vraiment, là, incroyable, il n'y a pas d'autre mot. C'est un peu lent aussi à certains moments et paradoxalement, il y a beaucoup d'action et de rebondissements, donc vraiment, pépite. C'est pas évident à résumer, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit pitch du 1er tome.
C'est l'histoire de Brie qui a perdu sa maman dans un accident de voiture et en fait elle le vit très très mal, elle a du mal à faire son deuil et elle décide du coup de quitter sa maison d'enfance et son père parce que bah, tout lui rappelle sa maman là-bas. Donc elle va dans une université en programme anticipé, c'est-à-dire qu'elle fait pas encore ses études là-bas mais elle se prépare à faire ses études, enfin bref c'est un truc d'américain là. Et un soir qu'elle se balade sur le campus, qu'est-ce qu'elle voit Tipa? Un monstre qui court comme ça et surtout des personnes qui arrivent et qui le zigouillent en utilisant une sorte de magie. Donc elle commence à se dire attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc elle va se renseigner un petit peu, d'autant plus qu'elle va commencer à penser que cette société secrète qu'elle va révéler pourrait avoir un lien avec la mort de sa mère. Donc elle va mener l'enquête, elle va s'infiltrer, j'arrive plus à parler, elle va s'infiltrer. Elle va s'infiltrer dans la société secrète et en fait on va vite découvrir que cette société secrète est en fait inspirée de légendes arthuriennes. Enfin, je vous passe les détails parce que c'est vraiment tout le côté découverte qui fait aussi que le premier tome est si accrocheur. Mais c'est extrêmement original. Ça aborde encore une fois des sujets de société et d'actualité qui sont assez forts. Mais c'est extrêmement bien mêlé à l'univers de fantasy, donc c'est pas moralisateur ou quoi, vraiment c'est juste sublime. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est sublime. Donc je me permets d'en rajouter une petite couche, même si je pense que je l'ai suffisamment fait sur tous les réseaux sociaux. Mais Legendborn, franchement, je me tire les cheveux en même temps. Lisez-le, c'est trop bien. Dans une vibe finalement pas si différente, j'ai lu All of Us Villain qui est sorti ce mois-ci aux éditions Milan et j'ai beaucoup aimé. Là on est plutôt sur un pitch un petit peu à la Hunger Games avec de la magie puisque c'est, on sait pas trop si... Ouais, je pense qu'on est dans notre monde mais on sait pas trop où, quand, comment, pourquoi, etc. Mais en gros il y a de la magie qui est apparue. Et on est dans un village où il y a plusieurs familles, enfin une ville plutôt, où il y a plusieurs familles qui possèdent la magie et du coup pour savoir qui contrôle la magie entre guillemets, qui est la plus puissante, tous les 20 ans, tous les 10 ans, je ne me souviens plus quand c'est, j'ai déjà eu ce problème la dernière fois, j'aurais pu me renseigner entre temps. Bon les gars, j'ai pas réussi à trouver l'info, ça commence à m'agacer, on va dire tous les 20 ans. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est quand même un laps de temps assez conséquent. Et bref, on va dire que tous les 20 ans, ces familles envoient du coup un champion. En fait, ils désignent un champion, le sorcier le plus puissant de leur famille, et ce champion est envoyé affronter les champions des autres familles. Du coup, ils sont en fait enfermés dans une sorte d'enclos magique, on va dire, qui englobe la moitié de la ville, et ça se tire dessus à coups de sortilèges. Et le dernier qui est vivant, c'est sa famille qui remporte le tournoi, et du coup, c'est cette famille qui va diriger la magie jusqu'au prochain tournoi. Du coup, là, on est face à une ambiance un peu en mode tous les coups sont permis, les secrets, les trahisons, les révélations, l'amitié, l'amour naissant, qui est le héros, qui est le méchant, les apparences sont trompeuses, etc. etc. C'était un peu lent au début, c'était pas tout à fait ce que j'attendais par la suite, mais en tout cas c'était très accrocheur et j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est la psychologie des personnages parce que comme je vous disais, il y en a, on te les présente comme les héros et d'autres on te les présente comme les méchants. Et en fait au bout d'un moment tu commences à te dire la limite elle est floue quand même les gars, non? Donc ça c'est vraiment chouette parce que c'est des personnages qui sont pas parfaits, montés sur un piédestal, etc. C'est des adolescents qui sont un peu perdus, qu'on a formaté toute leur vie pour reprendre le rôle de champion et qui découvrent qu'en fait la réalité est totalement différente. Enfin bref, c'était vraiment une très bonne lecture. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Petit crush sur Alistair, qui n'est pas sans me rappeler un certain Castbreaker. Je dis ça, je dis rien, on n'est pas au même niveau, mais quand même il y a de l'inspi. Et comme tout le monde le sait, être comparé à Castbreaker est un méga compliment. Enfin pour mon cerveau dérangé en tout cas. Après ça j'ai lu Le Porte-Lumière, donc le premier tome de la saga The Sunbearer Trials. Non, je vais peut-être couper ce passage au montage parce que j'assume pas mon accent. The Sunbearer Trials. Bref, j'ai lu Le Porte-Lumière. Déjà, j'ai évidemment eu un gros crush sur la couverture parce que je la trouve sublime. Et ensuite, c'est encore une fois le résumé qui m'a trop tentée puisque pour moi, ça envoyait des vibes à la Percy Jackson avec des demi-dieux du coup et à la Hunger Games puisque ça parle là encore d'une compétition où les demi-dieux sont envoyés pour s'affronter et celui qui gagne sera du coup le porte-lumière, donc qui va rétablir un petit peu la paix, s'assurer que tout va bien dans le monde dans lequel ils vivent. Et celui qui finit tout en bas du classement, eh bien lui il sera sacrifié et c'est son sacrifice qui fera en sorte que le monde puisse continuer à tourner grosso modo. Là on suit Théo qui lui est le fils d'une déesse mineure et qui va malgré lui se retrouver embarqué dans toute cette compétition alors qu'il n'était pas du tout censé participer. C'est hyper addictif, c'est vraiment un univers très riche. C'est pas de la mythologie grecque, je vous ai peut-être induit en erreur en parlant de Percy Jackson, mais c'est des demi-dieux d'inspiration plutôt culture et mythologie mexicaine, donc c'est quelque chose que je connais mal, mais qui est hyper intéressant, et du coup ça m'a fait trop plaisir de me plonger dans cette ambiance. Là encore j'ai hâte d'avoir le deuxième tome et de voir comment les personnages vont continuer à évoluer. Je trouve qu'il y avait un petit côté fan family qui était vraiment sympa entre les personnages, donc j'ai hâte de les retrouver. Puisque j'étais lancée côté mythologie, et surtout parce que j'avais trop hâte de le lire, j'ai évidemment lu The Sun and the Stars de Rick Riordan et Mark Oshiro, c'est le dernier roman de Rick Riordan qui est sorti. Ça parle de Nico, donc le personnage Nico qu'on voit apparaître la première fois dans Percy Jackson et qui apparaît du coup au fil des autres séries. Je ne vous en dis pas plus parce que du coup si vous n'avez pas lu ni Percy ni les séries d'après ça vous spoil de ouf, mais sachez juste que c'est un tome qui est concentré sur ce personnage, on apprend à beaucoup plus le connaître,
On a des aventures toutes plus rebondissantes les unes que les autres, ça non plus ça veut rien dire. Des aventures rebondissantes, je l'avais encore jamais fait celle-là. Des aventures pleines de rebondissements, c'était ça l'idée. Évidemment l'univers de mythologie il est incroyablement bien mené et maîtrisé par Rick Riordan comme toujours. Là on appuie aussi beaucoup sur la psychologie des personnages, ce que je trouve hyper intéressant surtout dans le cas de Nico parce que c'est un personnage fascinant et que j'adore. Bref c'était une excellente lecture mais sans grande surprise parce que je savais que je partais vers le coup de cœur en commençant, donc voilà. Petit rappel, puisque j'en ai parlé dans mon bilan lecture, mais je rajoute une couche ici. En septembre sort le prochain roman de Rick Riordan, qui cette fois-ci sera uniquement sur Percy, Grover et Annabeth. Autant vous dire que la fangirl en moi, elle est pas prête, et vous n'êtes pas prêts non plus, puisque je vais être insupportable et intenable, préparez-vous donc. Après ça, j'ai lu, et encore une fois plutôt dévoré en fait, cette petite romance, puisque ça faisait un moment qu'on me la conseillait. C'est L'Antilune de miel de Christina Loren. C'est mes amies Nana et Maë qui m'avaient trop donné envie quand on a fait notre vidéo ensemble. Elles m'ont dit que c'était du fake dating, elles m'ont dit que j'allais kiffer, que c'était l'ambiance un petit peu estivale, etc. Donc j'ai dit let's go! Et effectivement, j'ai adoré, c'est trop mignon, c'est un enemies to lover avec du fake dating, beaucoup d'humour, des rebondissements, des scènes hyper cute. Le tout à Hawaï, donc moi je dis let's go. En gros c'est l'histoire d'Olive qui a une sœur jumelle qui va se marier et le frère du mari de sa sœur jumelle s'appelle Ethan et en fait avec Olive ils peuvent pas se saquer, ils se détestent depuis plusieurs années. Sauf que là au mariage il y a un petit problème au niveau du buffet, tout le monde tombe malade mais genre grosse intoxication alimentaire sauf Ethan et Olive qui n'ont pas mangé au buffet. Donc du coup pour ne pas perdre la lune de miel, et Olive se fait passer pour sa sœur et Ethan se fait passer du coup pour son frère. Ils se disent on va y aller, on se parle pas, genre voilà, sauf qu'en fait il faut qu'ils prétendent être en couple puisqu'ils ont réservé la suite nuptiale et tout le tintouin. Donc ils vont être obligés de passer du temps ensemble et c'est plein de scènes hyper drôles mais en même temps trop mignonnes, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Sachant que j'avais déjà lu un autre roman de Christina Loren qui était une romance de Noël, c'était celle où c'était un jour sans fin, là je sais plus comment elle s'appelait, j'avais beaucoup aimé mais là j'ai surkiffé, vraiment, je comprends pourquoi tout le monde me dit que c'était un incontournable en romance, enfin pourquoi je devais lire ce livre quoi. J'ai aussi lu Les Cités Rebelles, donc c'est le premier tome de la série Les Monstres de Papier qui est paru aux éditions Lumen. Il y a des mouches, elles m'embêtent, elles me déconcentrent. Ça dit je préfère que ce soit des mouches plutôt que des moustiques parce que figurez-vous que là on est début juin et je me suis déjà fait dévorer par les moustiques. Je déteste les moustiques, bref. Les Cités Rebelles c'est l'histoire d'une jeune fille, j'ai encore oublié son prénom. Kurara elle s'appelle et du coup elle se souvient pas trop de son passé mais un jour il va arriver un truc un petit peu énorme et elle va apprendre plus de choses sur elle. C'est le pire résumé que j'ai jamais fait de ma vie. Ça veut absolument rien dire ce que je vous raconte. En gros elle vit dans un monde où certaines personnes sont ce qu'on appelle des pliomages, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu une influence sur le papier, ils peuvent le plier et en faire ce qu'ils veulent. Que ce soit des armes ou des moyens de locomotion ou un sabre pour te buter, qui rentre en fait dans la catégorie des armes, donc je sais pas pourquoi je le précise. Tout ça pour dire que elle va découvrir qu'elle est une pliomage et ça va l'emmener dans des aventures qui la dépassent totalement puisqu'elle va essayer d'aller sauver son meilleur ami, aidée pour ça par un équipage qui chasse les monstres de papier, d'où le titre Les Monstres de Papier, t'as vu ? C'est bourré d'action, le rythme était vraiment très bien mené parce qu'on s'ennuie jamais. Et encore une fois, l'univers était vraiment original avec, comme je vous l'avais dit dans mon haul, un côté un petit peu Ghibli qui est assez onirique et qui fait voyager que vraiment j'ai beaucoup aimé. Je pense que celui-ci il peut se lire facilement à partir de 11-12 ans. Il est assez conséquent, voilà, c'est quand même une bonne petite bricasse, mais vraiment chouette. Et pareil, je pense que dans les prochains tomes, on va approfondir certaines choses à la fois sur les personnages, sur l'univers et sur l'intrigue. Donc franchement, j'ai hâte de lire la suite. Après ça, j'ai encore une fois dévoré un roman. Bien sûr, il s'agit de Famille de menteurs, donc le préquel à Nous les menteurs. Sachant que ça se passe avant certes, mais en fait ça va vous spoiler tout Nous les menteurs. Donc si vous voulez lire Nous les menteurs, ne lisez pas celui-ci en vous disant ouais c'est un préquel, ça va me mettre dans l'ambiance, pas du tout. Chapitre 1, on nous révèle le plot twist de Nous les menteurs. Voilà, moi je vous dis comme ça, après vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais du coup on suit la famille Sinclair avant les événements de Nous les menteurs. On suit notamment la tante de Cadence qui était l'héroïne de Nous les menteurs. Et on suit concrètement une famille, un été, une famille de Bourges qui a son île privée. Et on suit comment ils organisent leur été. Donc les fêtes, les plages, les petites sorties en bateau, les traditions, les repas, etc. Tu peux te dire comme ça, ouais, c'est pas passionnant. Et en fait, si, en fait, c'est hyper addictif. Parce que je pense que l'autrice a un vrai talent pour construire ses personnages, pour construire son ambiance. Et du coup, t'es happé en 2 temps 3 mouvements. Eh, j'ai presque réussi à claquer les doigts, les gars. On progresse. Prochaine étape, c'est d'arriver à siffler correctement. Eh, on progresse aussi. C'est pas le moment de faire un bilan capacité, Marie. J'ai adoré. Il y a un petit plot twist aussi, mais moindre par rapport à celui de Nous les menteurs, bien sûr. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture. Mes 2 lectures suivantes, c'est entièrement la faute de Nana et Maë. Enfin, c'est plutôt grâce à elle, puisque j'ai adoré du coup. Mais elle me les avait énormément recommandées. Maë a commencé à lire la série. Elle est tombée fan de l'ambiance aussi.
Donc je me suis dit, vas-y Marie, on tente, et j'ai donc lu les 2 premiers tomes de Campus Driver. Ça a été un gros coup de cœur, et évidemment que ça a été un gros coup de cœur. Je me suis entre-temps procuré le 3e tome, j'ai trop hâte de le lire. Franchement, c'est trop bien. Alors, pour le pitch rapidos, en gros, c'est l'histoire de 4 amis qui ont créé une application sur leur campus où ils s'occupent de faire taxi, concrètement. Après ça c'est le pitch de base, mais en fait c'est pas un élément central de l'intrigue. C'est juste que ça permet du coup de présenter ce groupe d'amis et chacun des tomes se concentre sur un des garçons du groupe et du coup sur sa petite relation amoureuse. Donc le premier c'est l'histoire de Lane qui va trouver une fille presque devant sa porte, elle vient de se faire jeter par son copain, il va prendre pitié, il va l'héberger et au fur et à mesure vous voyez, hein, voilà, alors il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Lane pour moi c'est... Voilà, c'est tout. Le deuxième, c'est l'histoire de Donovan qui est un coureur invétéré, hein, clairement, mais il se passe quelque chose dans sa vie qui fait qu'il a envie de se remettre en question, il a envie de s'améliorer entre guillemets, et du coup il veut devenir le petit ami idéal. Pour ça, il va faire appel à Carrie qui est une amie du groupe de potes, enfin une amie un peu éloignée, mais bref, en tout cas il la connaît très vaguement. Il sait surtout que c'est une grande lectrice et qu'elle est passionnée de romance, et du coup il se dit, elle va savoir comment me transformer en book boyfriend parfait. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais franchement, c'était trop bien aussi. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le tome 2 était le meilleur de tous et que Donovan était le mec parfait, mais perso, je pense que j'ai préféré le premier tome. Est-ce que c'est parce que j'ai plus accroché à Lane? Est-ce que c'est parce que j'ai plus accroché à Lois? Est-ce que c'est parce que je découvrais l'ambiance, l'univers, les personnages et tout? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai préféré le 1, mais j'ai surtout adoré le 2, donc les deux sont parfaits pour moi. D'autant plus que la romance est hyper chou, alors c'est un peu spicy, hein, attention, mais c'est surtout hyper drôle en fait. Et on a là aussi cette trope fan family avec le groupe d'amis, franchement j'adore. Nouvelle passion dans ma vie, les campus drivers. Ensuite j'ai lu League of Liars qui est sorti du coup là, il sort court en juin aux éditions Casterman. C'est un monde dans lequel il y a une sorte de brouillard en fait qui est apparu, et de ce brouillard est sorti une espèce de voile, j'allais dire, c'est plutôt l'inverse en fait. Il y a un voile qui est apparu et de ce voile est sorti une sorte de brouillard, et quand il fait nuit et que on repousse pas le brouillard, on peut l'utiliser pour faire de la magie. Une magie qui laisse des traces sur toi selon ce que tu fais, et surtout une magie qui est quand même très dangereuse parce que ça bouleverse l'ordre des choses. Enfin, ça provoque plein de dérèglements, on va dire. Donc l'usage de cette magie est interdit. Et là on suit justement Kaider qui lui a pour but dans sa vie, dans sa jeune vie, hein, parce qu'il est quand même, il a 17 ans je crois le gars, mais il s'est dit qu'il allait pas être fun et que l'objectif de sa vie c'était d'envoyer tous ceux qui utilisaient la magie à des fins illégales en prison. Enfin concrètement c'est d'envoyer tout le monde en prison parce que la magie est interdite en fait, peu importe le motif. Donc Kaider il va faire un petit stage à la prison, donc déjà c'est super pour occuper l'été de tes 17 ans. Le truc c'est que quand il va arriver à la prison, il va se rendre compte que certains détenus n'ont pas l'air si méchants que ça, que peut-être on peut utiliser la magie pour de bonnes choses, et surtout en fait il va se rendre compte que certaines preuves ont été falsifiées et que certaines personnes n'auraient pas dû atterrir en prison. Ça va révéler un complot, il y a plein de gens différents qui vont se lier à lui, d'autres qui vont le trahir, etc. Enfin bref, c'était une très bonne lecture. Vraiment j'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'intrigue, il y a un côté justement comme il y a des procès, etc. qui est un peu à la mode plaidoyer, c'était extrêmement bien écrit, très intelligent. Par contre ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est que j'ai trouvé autant la mise en place de l'univers et certains points de caractère des personnages étaient très bien faits, ça prenait le temps qu'il fallait, etc. Autant pour d'autres choses on allait beaucoup trop vite et du coup j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. Typiquement la relation amoureuse, voilà quoi. Après c'est peut-être moi parce que en tant qu'autrice et en tant que lectrice du coup, j'aime bien quand ça prend le temps, quand c'est pas en mode oh tu es l'homme de ma vie alors que je te connais depuis 5 secondes. Et là j'ai un peu retrouvé ça, donc ça m'a un petit peu lassée. Il n'empêche que c'était une très bonne lecture et surtout ça finit sur le petit cliffhanger des familles, donc c'est pareil et j'ai envie de lire la suite. Puis la couverture est très belle aussi. Ça c'était une conclusion superficielle par excellence. Et pour finir le mois, j'ai lu Mystery of Thorn Manor qui sort du coup là pareil courant du mois aux éditions Big Bang. C'est un tome compagnon, enfin c'est une suite, une sorte de nouvelle suite, une nouvelle qui est une suite plutôt, que si je loupe des mots vous allez rien comprendre. Bref, ça se passe après Sorcery of Thorns et du coup on suit Elizabeth, Nathaniel et Silas après toutes leurs aventures. C'est une nouvelle assez courte. Voyez. Ah oui, je vous ai pas repréparé au choc psychologique, mon livre est arrivé défoncé. Merci la poste. C'est pour ça que je voulais vous montrer qu'il n'était pas très épais, mais je voulais pas vous montrer comme ça, donc voilà, il n'est pas très épais. Et maintenant, on se concentre sur cette magnifique couverture qui, fort heureusement, a été épargnée par les barbares qui ont livré mon colis. Non, c'est méchant de dire ça, je suis désolée, je voulais pas insulter les gens de la poste. Vous y êtes pour rien, c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave, pardon. Continuez à me livrer mes colis, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je racontais déjà? Oui, que du coup c'était une suite et que j'ai pris trop de plaisir à retrouver tout l'ambiance, tout l'univers et les personnages. C'est court parce que en fait c'est juste... c'est plus un petit bonus en fait. Limite, je le dis pas dans un sens péjoratif, mais c'est limite du fanservice.
En gros, c'est tu sens que l'autrice, on lui a posé plein de questions, on lui a dit mais qu'est-ce qui arrive au personnage, etc., etc. Et du coup, elle s'est fait plaisir et elle nous a fait plaisir, ça se ressent, c'est trop bien, ça se dévore, j'ai beaucoup aimé. J'en profite pour dire que si vous n'avez pas lu Sorcery of Thorns, franchement foncez parce que c'est trop bien. C'est une ambiance de magie avec des personnages hyper attachants, il y a une histoire de grimoire qui renferme des monstres et une héroïne badass qui s'oppose à eux, tout en respectant les livres parce qu'elle est passionnée de lecture. Enfin bref, Sorcery of Thorns ça a été une excellente lecture, je vous le recommande à 1000%. Et sur ce, on a fini. Donc bah là, je pense que on va essayer de mettre la petite pile devant moi hein, pour voir ce que ça donne un peu. Écoutez, on a pas mal lu ce mois-ci, hein. Ouais, je sais qu'ils sont probablement à l'envers. Mais j'ai un petit peu la flemme, je veux pas vous le cacher. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont je parle, s'il y en a un autre qui vous tente. Si vous êtes trop timide ou si vous avez la flemme de faire un commentaire long, constructif ou quoi que ce soit, vous n'avez qu'à mettre... Bah moi je propose qu'on mette un smiley qui pleure, hein, en hommage à ce bébé frappé par le sort, qui a souffert et qui est aujourd'hui défiguré. Un smiley qui pleure et un cœur quand même pour lui dire qu'on l'aime quand même s'il est un petit peu abîmé. Parce qu'au fond, on est tous un petit peu abîmés, mais ça n'empêche pas que... Non, tu vas trop loin là, Marie. Allez, on se concentre un peu. Donc n'oubliez pas de manifester votre soutien pour Mystery of Thorn Manor en mettant un smiley qui pleure et un cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Tout ça, ça me fait toujours trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne lecture et surtout à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochaines, ça. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre tournure de phrase, Marie? Si, très facilement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!